Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le journal de Rémi Danginou, je suis Rémi Danginou, ensemble pour passer 1h30 ensemble et décrypter l'actualité. Vous connaissez bien sûr le principe du journal. Il s'agit d'abord de nos cartons, vert, jaune et rouge si allant. Nous avons ensuite le dossier de cette semaine que nous allons aborder. On fera le temps du 20h avec aujourd'hui Benazir Ilboudo et juste après on se retrouvera sur ce plateau pour discuter et faire un débat. Un débat aujourd'hui qui aura une thématique assez particulière. Je vous laisserai le temps de suivre les différentes étapes et de se retrouver pour ce débat-là. Pour l'instant, mesdames et messieurs, à cette heure-là, ce sont les cartons de la semaine. Le 16 juillet dernier, le CNT a voté un certain nombre de résolutions mettant en accusation l'ex-président Blaise Compaoré, le Premier ministre Luc Abdel-Thiaw et tous les membres du gouvernement qui ont permis notamment de mettre en œuvre cette révision de l'article 37 qui aboutit aux événements des 30 et 31 octobre 2014. Ils ont également voté une résolution pour que passent devant la Haute Cour de justice 8 ministres qui sont accusés d'enrichissement illicite, de détournement, etc. Au-delà du fait que je pense, comme beaucoup de personnes, que le Conseil national de la transition est l'élément qui, avec un certain nombre d'autres acteurs, rend possible cette transition-là, je veux quand même féliciter le CNT pour une chose simple. Les uns et les autres disent, oui, le quorum ne sera pas atteint, oui, pour mettre en accusation le président Compaoré, il faut les 4/5e, il faut 78 députés, il était 63, on rentre dans une polémique qui n'en finit pas. Alors, le premier avantage de cette mise en accusation, c'est que désormais, notre loi, notre droit va se mettre en place. Est-ce que, justement, parmi les membres, les députés dont on parle là, il faut compter également ceux qui sont de fait membres de la Haute Cour de justice? Est-ce que l'on doit compter les députés qui ont signé la mise en accusation, mais se sont absentés lors des votes sans raison justifiée, alors qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale, comme dans toutes les autres assemblées nationales, un règlement intérieur? Qui va faire le poids? Est-ce la Constitution? Est-ce le règlement intérieur de l'Assemblée? Autant de questions qu'on peut se poser et qui amènent des supputations qui n'en finissent pas dans la presse. C'est le premier avantage. Il faut bien sûr que notre droit se construise petit à petit. Et comme cette haute cour de justice qui était totalement vide de sens, pour une fois, le premier pas est le fait. On a mis le pied à l'étrier, nous avançons vers autre chose. Deuxième élément, nous avons au niveau de notre Assemblée, accusé le président Compaoré de fait de haute trahison et d'attentat à la Constitution. D'aucuns s'écrient, mais ça n'existe pas dans le code pénal, mais ça existe dans la Constitution. Alors que va faire le juge constitutionnel? Comment va-t-il lire ces éléments-là? Voilà pourquoi moi je me réjouis. Parce qu'au final, ce qui est important, ce n'est pas seulement qu'on ait pris ces résolutions-là, c'est qu'on a effectivement mis en œuvre un processus qui petit à petit va rendre notre droit véritable, va le rendre effectif. On va sortir des écritures, on va sortir du livre pour que jurisprudence après jurisprudence, les éléments qui vont faire le droit burkinabé se construisent. Alors, d'aucuns diront, oui, mais c'est le CNT. Oui, c'est peut-être aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'un des meilleurs parlements que le Burkina n'ait jamais eu. Ils sont peut-être issus d'une insurrection, il y a eu peut-être eu cette polémique sur leur rémunération en début, mais petit à petit, ils creusent un sillon qui permet d'être effectivement l'élément qui fait notre transition. Parce qu'au final, qu'est-ce qui va rester de notre transition? Au-delà que Blaise Compaoré ait été chassé, c'est que simplement un certain nombre de lois a été votées avec plus ou moins de succès, qu'un certain nombre d'éléments ont été mis en place avec plus ou moins de succès, mais surtout pour la première fois, que le début de redevabilité et d'imputabilité a été imposé à des gouvernants. Ceux qui vont arriver au pouvoir en 2015 sauront que désormais, rien ne leur serait permis. D'autant plus que, sur cette question, c'est simple. Aucun des faits, à l'exception de ceux liés à la mise en œuvre de cette réforme de l'article 37, aucun des faits n'est issu de la transition. Tout ce que l'on reproche aux 8 ministres accusés de détournement ont été demandés à l'instigation du Premier ministre d'alors qui ont demandé de faire des enquêtes, que ce soit Koumbaboli, que ce soit le gendarme Guiril Bassolé, que ce soit le ministre Bougouman de l'administration territoriale, tous ces faits qui leur sont reprochés n'ont pas été mis en exergue par la transition, mais par le gouvernement dont ils étaient issus. Alors, de quoi on se plaint? Carton vert au CNT pour cette initiative. Au-delà de tout ce qui peut paraître important, c'est la construction du droit qui est en œuvre qui est l'élément essentiel. Retrouvons maintenant le deuxième carton de cette semaine. Alors, je veux le donner à l'état-major de notre armée. Pourquoi l'état-major de notre armée?
Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez effarant au niveau de ce qu'on appelle la grande muette. Elle est muette en effet, elle ne parle pas. Et pourtant à l'intérieur, certains éléments parlent plus fort que les autres. On se demande à un moment donné, qui est l'état-major? Est-ce ceux qui dirigent ce régiment qu'est le RSP ou a-t-on véritablement un état-major? On peut se poser cette question-là. Il y a un service de communication au niveau de cet état-major. Durant toute la prétendue crise qui a existé entre ZIDA, le RSP, entre certains du RSP et ZIDA, au point où on soit amené à avoir une polémique sur le remaniement ou l'aménagement technique de notre gouvernement, jamais l'état-major n'a communiqué. On dit c'est la grande muette. Et pourtant, on sort et on nous dit que toute l'armée demandait le départ de ZIDA. De quoi s'agit-il exactement? À un moment donné, on peut se demander qu'est-ce qui anime notre armée? Effectivement, qu'est-ce qui pousse ceux qui dirigent cette armée-là dans leur élan aujourd'hui? C'est une question essentielle et c'est une question extrêmement délicate. Moi, j'ai eu l'impression, je peux me tromper, qu'au niveau de cet état-major-là, il y a eu un véritable déficit de communication. Si l'armée ne communique pas, elle est en droit notamment de savoir cadrer ceux qui parlent en son nom. Et pourtant, beaucoup de personnes ont parlé au nom de l'armée. On nous a dit que l'armée demandait le départ de ZIDA, que l'armée dans son ensemble voulait telle chose, telle-ci. Et au final, on a eu l'impression à un moment donné que c'était quelques personnes, peut-être une dizaine, peut-être moins, peut-être 2 ou 3, qui en voulaient à d'autres, de façon radicale. Quand dans une armée, on nous dit qu'un officier supérieur dit à un autre officier, tu viens à la caserne, on verra qui sortira vivant, on peut se demander dans quelle armée on est. Comment cela peut-il se dire dans une armée d'un pays qui se veut démocratique? Même au western, il y avait des règles qui s'appliquaient. Alors on nous dit c'est l'armée burkinabé. Dans quelques jours, nous serons le 3 mai. Le 3 mai 1960, cette armée a été créée avec des hommes valeureux qui ont accepté de combattre sous différents cieux, mais qui avaient seulement en tête de donner une indépendance à notre pays. Que les militaires qui sont aujourd'hui dans cet état-major-là regardent leurs prédécesseurs et se demandent où est passé ce sentiment de fierté qui faisait que nous, enfants, nous courions derrière les militaires, nous les applaudissions et nous rêvions tous un jour de mettre cette tenue et de porter ces galons. Où est passé ce sentiment de fierté-là? Carton-jaune à l'état-major de notre armée. Le dernier carnet de cette journée, je veux le donner au gouvernement de la transition. Ils doivent être un certain nombre et j'aimerais comprendre une seule chose. Il se murmure que notre gouvernement va aller en congé le 1er août. Congé alterné. Une moitié la première quinzaine, une seconde la deuxième quinzaine. Je tombe des nues. On est où là, comme dirait quelqu'un? Est-ce que c'est une vérité, ces suppositions-là? Ou est-ce qu'à un moment donné, certaines personnes ont fini par oublier qu'elles étaient simplement là pour une période transitoire, qu'elles avaient été mises en place pour 12 mois pour donner une chance à notre pays de sortir d'une situation difficile? On peut se demander comment aujourd'hui un gouvernement dans la situation que l'on connaît peut accepter de dire qu'ils vont prendre des congés. On a eu un changement au niveau de notre gouvernement. On a aujourd'hui une sécurité qui est branque-ballante, une administration territoriale qu'on confie à une autre personne. De façon simple, les techniciens vous disent il n'est pas certain que lorsqu'on divise un ministère, on puisse le voir fonctionner avant un bout de temps. Alors vous avez des ministres qui veulent aller en congé. Dans le monde dont je suis issu, le monde privé, vous avez droit à des congés après 1 an de travail. Où est passée cette année de travail-là? Soyons sérieux, messieurs, s'il vous plaît. Il y a encore un certain nombre de choses à mettre en œuvre. Au niveau du CNT, au niveau de l'administration publique, au niveau notamment de la mise en œuvre de ces élections-là, il faut un certain nombre de répondants présents sur place. Alors, pourquoi aller en congé lorsqu'on est en mission? Le CNT dont je parlais tantôt, à qui j'ai donné d'ailleurs un carton vert, a décidé de travailler à une session unique, bloquée sur 12 mois. Ce n'est pas seulement pour des questions, comme beaucoup penseraient, de subsides, parce que, entre parenthèses, en protestant, on leur a coupé beaucoup de ce que d'autres députés gagnaient. Les ministres, eux, n'ont rien cédé de ce qu'ils gagnaient. Et en plus, ils veulent aller en congé. Vous savez que la loi burkinabé dit en substance que les ministres et un certain nombre de personnes, notamment des hautes institutions, lorsqu'elles finissent leur mandat, lorsqu'il n'est pas arrêté de façon brusque dans des conditions données, ont droit à 6 mois où on leur sert encore les avantages liés à cette fonction-là. Alors, messieurs les députés, s'il vous plaît, allez-y au charbon, faites votre travail. Vous aurez encore 6 mois de repos payés aux frais du contribuable et du burkinabé. Mais il est hors de question que des ministres aujourd'hui décident d'aller en congé alors que nous sommes à l'aube d'une échéance essentielle pour notre pays. Quel que soit le département, qu'il le juge important ou pas, quel que soit le ministère, il n'est pas question que nous acceptions que des ministres aillent en congé. À ce titre-là, nous serons obligés de leur demander de rester forcés.
comme dirait mon ami, si c'est l'avion qu'on va bloquer l'avion, mais tous iront au travail. Parce que c'est ce que nous voulons. 12 mois pour changer, pas 12 mois, pas un jour de point, pas un jour de plus, mais 12 mois effectivement où l'on travaille. Carton jaune à un gouvernement qui n'a peut-être pas compris l'ampleur de la tâche qu'on lui confiait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a énormément de couacs dans la communication gouvernementale. On entend, il se murmure qu'ils vont aller en congé. Non, je suppose que c'est un murmure et que ce n'est pas une réalité. En attendant, carton jaune à mes amis du gouvernement. Nous allons terminer donc cette première partie par le dossier du jour. Le dossier du jour aujourd'hui, je veux le consacrer à la question de l'emploi. Nous sommes en période de vacances, nous sommes également en une période où beaucoup de jeunes sont en train de regarder de quoi demain sera fait. Il s'agit essentiellement de ces jeunes urbains, je n'ose pas parler des jeunes ruraux qui, eux, quoi qu'on dise, ont également le même problème. Mais restons sur ces jeunes urbains-là. Qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité aujourd'hui? Une université bloquée, des emplois au niveau du secteur privé qui sont plus ou moins limités. On nous a parlé lors de la rencontre entre les jeunes et le gouvernement de 2000 emplois promis par les opérateurs économiques. 2000 emplois, ça représente quoi? Une goutte d'eau dans la mer? Presque rien en tout cas. Alors, regardons pourquoi cette situation est critique. J'aimerais vous donner un exemple. Ce sont ces jeunes qui n'ont d'autre solution que de se ruer au service national de développement populaire. Ce sont ces jeunes qui n'ont autre solution que de s'entasser à longueur de journée pour espérer être 1 sur 100 ou 1 sur 1000 parfois parmi les candidats au concours de la fonction publique. Notre pays est malade de sa jeunesse et pourtant aucune réponse importante, majeure ne semble lui être proposée. J'ose croire que les élections qui arrivent seront un cadre important pour ce débat-là. En attendant, regardons cet élément signé par Joël Zoundi. La problématique de l'emploi se pose avec acuité au Burkina Faso. D'abord, sur le plan démographique, 73,7% de la population nationale est âgée de moins de 29 ans, donc demandeur potentiel de travail. Aussi, la forte croissance démographique, 3,1% par an, dépasse largement celle de l'emploi. Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSD, la population active de 15 ans et plus devrait augmenter de 140 000 à 150 000 personnes par an. Ainsi, à chaque annonce ou avis de recrutement, ils sont des dizaines de milliers à se bousculer pour y postuler. Cette année, par exemple, ils sont plus de 600 000 jeunes à se lancer à la conquête des concours directs de la fonction publique pour seulement 9 773 postes disponibles. Lundi 13 juillet 2015, Service national pour le développement. Ils étaient encore nombreux à espérer faire partir des 1150 appelés de la promotion 2015. En lieu et place d'un test, c'est un tirage qui scellera le sort des postulants. Le secteur privé, l'autre employeur à côté de l'État, a recruté au moins 3000 agents en 2012. Outre la fonction publique, le secteur privé est aussi devenu un grand employeur. Ce secteur, en 2012, a recruté au moins 3000 agents. Les différentes entreprises et autres sociétés de la place recrutent à bout de bras. Or, dans ce secteur précis, l'exigence de l'expérience professionnelle exclut un bon nombre de candidats. Le recours à l'auto-emploi prôné par les autorités n'est pas aussi sans difficulté. Les sources de financement sont quasi inexistantes. Les conditionnalités, assorties des garanties des banques, sont très contraignantes. L'environnement économique du Burkina est aussi défavorable au développement de l'emploi. En effet, la dominance du secteur agricole, 85% de la population, l'insuffisance du secteur industriel handicapent les initiatives en faveur des chômeurs. Au regard des cours transversales de la situation, le gouvernement, pour juguler le chômage, a initié des fonds communs. Il s'agit entre autres du Fonds d'appui aux initiatives des jeunes FEJ, le programme spécial d'urgence de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Aussi, la prise en compte de l'emploi dans les politiques transversales et sectorielles de développement pourrait améliorer l'employabilité des jeunes en révisant les curricula de certaines formations afin d'apporter des diplômés adéquats au marché de l'emploi. Il y a donc un véritable problème pour cette question de l'emploi dans notre pays. Un problème auquel nous répondons de façon assez parfois légère. Autant les fonds sont, semble-t-il, pendant longtemps
une possibilité, autant aujourd'hui il s'avère que cette solution-là est extrêmement limitée. Il y a donc de repenser de fond en comble la manière dont nous prévoyons, la manière dont nous entreprenons, la manière dont nous prévoyons mettre en œuvre la question de l'emploi pour notre pays. On a mis en place ces programmes d'urgence et moi je suis souvent irrité de voir que la seule solution, la seule réponse qu'on donne à l'urgence de ces jeunes, c'est d'en faire ce qu'on appelle des VADS. Suivez ce reportage s'il vous plaît. Ils sont au niveau des croisements des voies de la ville de Ouagadougou et ne passent pas inaperçus. Eux, ce sont les volontaires adjoints de sécurité VADS. Vêtus d'une tenue violette, ces hommes et femmes ont un âge qui varie entre 18 et 40 ans. Leur rôle, travailler aux côtés des agents de police à réguler la circulation aux intersections. Découvrons ces métiers avec Adama Pagatamba, assistant de police municipale. Leur utilité n'est plus à démontrer. Ils ont fait leurs preuves. Une année qu'ils sont là, on a constaté, par exemple, la commune de Ouagadougou a un observatoire de sécurité qui fait les analyses en matière accidentogène, ça veut dire bien sûr de la circulation routière. Mais nous avons constaté que les carrefours qui étaient réputés accidentogènes, où il y avait trop d'accidents dans ces carrefours, dès le redéploiement de ces jeunes, nous avons constaté que la tendance a chuté. Recrutés pour un contrat d'un an renouvelable et placés sous la tutelle de la préfecture de police de Ouagadougou, ces auxiliaires de sécurité, comme ils se font appeler, ont un niveau d'études compris entre le certificat d'études primaires et la maîtrise. Parmi les VADS, il y a des gens qui ont la maîtrise, mais qui ont accepté venir faire ce boulot. Et bien sûr, faire quelque chose en attendant d'avoir mieux. Donc, on ne vient pas chez les VADS pour faire carrière. C'est juste une initiative que l'État central a mise en place pour bien sûr pallier aux problèmes de chômage et permettre aux jeunes de s'occuper un temps soit peu pour pouvoir trouver mieux et mettre en valeur le diplôme qu'ils ont. Ils travaillent 6 jours sur 7, de 6h à 20h, avec des moments de repos de 2 heures. Depuis la date de recrutement, le sentiment général qui se dégage est que la création de ces corps était un impératif dans la régulation de la circulation routière. C'est l'un des projets surtout qui est porté à bras par les citoyens eux-mêmes. Et pour preuve, il n'est pas rare de voir un citoyen qui a un carrefour enlève 1000 francs, 500 francs pour ces jeunes-là pour qu'ils boivent de l'eau. Donc c'est pour dire que leur initiative, leur activité bien sûr est portée à bras par toute la population dans toutes ses composantes. C'est pourquoi des réflexions sont envisagées pour donner une chance aux VADS qui souhaitent intégrer les services de police. Et dire qu'il y a une passerelle directe qui permet à ces jeunes-là d'accéder au métier de policier municipal, autre que ce qui est prévu par les textes, à savoir qu'il y ait un concours ouvert pour tout le monde, ça serait un peu compliqué. Mais vous avez remarqué qu'à la police nationale, par exemple, pour le recrutement des 2400 assistants, alors on a fait une ségrégation positive en disant, voilà, il y a au moins un certain nombre de postes qui sera réservé aux VADS. Alors, mais ça ne sera pas sur tri, mais ça sera encore sur concours, mais un concours entre eux. Si à longueur de journée, ils essuient des propos peu courtois de la part de certains usagers, du côté de la police, on lance un cri de cœur pour plus de courtoisie et de soutien à l'endroit de ces VADS. S'il y a moins d'accidents, c'est les sociétés d'assurance qui gagnent. Alors pourquoi ces sociétés ne soutiendraient pas cette initiative-là? D'autant que c'est eux qui bénéficient directement. Moins de sinistres, moins de dépenses pour eux. Alors ils doivent soutenir, au lieu de se limiter, de donner tout simplement des gilets fluorescents ou mettre leur effigie. Oui, c'est une action de communication, mais ce n'est pas cela qui résout le problème. Mettez la main à la poche pour aider l'État, bien sûr, à gérer ces jeunes, parce que vous êtes aussi directement bénéficiaire. Avant d'être déployés, les VADS suivent une formation intensive afin d'acquérir le maximum d'automatisme nécessaire pour être plus opérationnels sur le terrain. Ils sont près de 3000 volontaires adjoints de sécurité dans tous les grands centres urbains du Burkina. VADS, à mon avis, c'est l'exemple de ce que l'on ne doit pas faire. Comment voulez-vous espérer obtenir des jeunes qui ont entre 18 et 40 ans une action productive en faisant simplement des agents subalternes de la sécurité? En plus, ils n'ont aucune formation qui leur permette ensuite de se prendre en charge. Comment peut-on imaginer raisonnablement que quelqu'un puisse rester sa vie entière à faire ce boulot-là et espérer s'intégrer dans la société? Et le projet VADS est un projet d'urgence, mais il est symptomatique des limites que nous avons dans la réflexion sur le long terme.
Autant cette limite-là est vraie lorsqu'on regarde l'urgence, autant elle est également vraie lorsqu'on se projette à long terme. Il n'y a aucune possibilité donnée à ces 3000 jeunes-là d'avoir quelque chose demain qui puisse leur permettre de se prendre en charge. Et l'un des grands défauts de notre réflexion, c'est que nous sommes toujours dans une politique qui permet d'être essentiellement une politique d'assistanat. On a pensé, on a repensé, et pourtant on est toujours au stade de départ. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, 73% des jeunes qui ont moins de 29 ans ne puissent pas trouver raisonnablement du travail dans ce pays-là, ne puissent pas avoir un espoir pour se développer dans ce pays-là? Une question auquel certainement les partis politiques qui sont en campagne pour les élections du 11 octobre 2015 devront donner des réponses intéressantes et sur lesquelles nous devrons également les suivre pendant les 5 années à venir. Le challenge de ce pays-là, le challenge de ce développement-là, c'est la question de la jeunesse.